Donc, encore bienvenue. Donc, le thème d'aujourd'hui est comment optimiser votre CV. Avant de passer la parole à Sarah, je vous lance un premier sondage. On a préparé quelques sondages pour avoir une idée aussi qui est notre audience. Donc, je voudrais commencer par le sondage, le premier sondage, qui normalement est vu et que vous pouvez répondre. Normalement, il y a 31 réponses. Si tout le monde a répondu, je vais finir le sondage. Voilà, et je peux vous partager. Donc, vous voyez que vous êtes 61% en recherche de nouveaux postes et 32% à l'écoute du marché et 6% ni l'un ni l'autre. Donc, ça, c'est le premier sondage que je voulais faire avec vous. Maintenant, je voudrais passer la parole à Sarah Haile-Fida, qui a deux casquettes aujourd'hui. Elle est la présidente de la Fondation Avenir Emploi et elle est également responsable recrutement à la CCI France Pays-Bas. Donc, Sarah, je te passe la parole. Et merci Sylvie, bonjour à tous. Il y a pas mal de gens que je connais finalement, là, dans les gens qui sont présents maintenant, soit parce que je les ai rencontrés à un café emploi, soit parce que je les ai eus au téléphone pour leur recherche d'emploi, soit parce que ils font partie du café ZZP. Donc voilà, bonjour à tous et merci d'être là. Moi, j'avais un certain nombre de choses à vous dire. Donc Sylvie a effectivement annoncé les sondages. On en a deux autres qui viendront au fur et à mesure dans la présentation. On vous demande de poser vos questions dans le chat, vous le trouvez en général en bas quand vous bougez votre souris. Et vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Celles qui ne seront pas répondues par ce qu'on dit dans la présentation, on essaiera d'y répondre à la fin. Et si jamais on n'a pas le temps, on prendra vos questions et on fera des posts sur notre page LinkedIn, donc la page de la CCI France Pays-Bas. Vous pourrez aussi y trouver des réponses. Je vous invite donc à suivre la page de la CCI France Pays-Bas pour avoir les réponses à vos questions et pour en savoir plus de manière générale sur l'emploi aux Pays-Bas. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Ah oui, en termes de… Ah oui, les réponses au sondage qu'on fait sont anonymes, donc voilà, sentez-vous tranquille pour y répondre. Ce qu'on a prévu, c'est qu'on va parler à peu près jusqu'à 14h40, 45, et on va essayer de laisser un bon quart d'heure pour les questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à les poser à l'avance, encore une fois, et sinon à les poser à la fin. Je crois que c'est à peu près tout ce que je devais annoncer en amont, et je peux lancer la présentation maintenant. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Voilà, donc normalement, vous devez voir la présentation. Si ce n'est pas le cas, faites-moi des grands signes. Non, c'est bon? Ok. Donc, rapidement, les différents points qu'on va évoquer aujourd'hui, une rapide présentation des deux organisations qui présentent ce webinaire. Sylvie présentera le marché de l'emploi néerlandais en bref. Ensuite, moi, je vous parlerai des points importants de votre CV. On vous donnera quelques informations très rapides sur les contrats de travail néerlandais, parce que c'est souvent des questions qui sont posées par les personnes françaises qui cherchent du travail aux Pays-Bas. Et ensuite, on laissera donc du temps pour vos questions. Et ensuite, très rapidement à la fin, on vous présentera notre prochain webinaire dont la présentatrice est parmi nous aujourd'hui. Donc, elle pourra en dire quelques mots et vous dire en quoi LinkedIn est fondamental pour votre recherche d'emploi. Donc, je vais vous présenter rapidement Avenir Emploi Pays-Bas. C'est donc une fondation qui a été créée en 2012 avec comme objectif l'accompagnement des francophones dans leur insertion sur le marché de l'emploi néerlandais. Initialement, uniquement pour les personnes en recherche d'emploi. Assez vite, à partir de 2013, quand j'ai rejoint la fondation,
On a créé une communauté d'entrepreneurs et de personnes travaillant en indépendant qui s'appelle des ZZP ici aux Pays-Bas pour ceux qui sont familiers avec cet acronyme. Aujourd'hui, on est plus de 850 dans cette communauté et on est tous francophones et on est tous indépendants. Donc, quand je dis on est tous indépendants, c'est que moi, j'ai donc une troisième casquette dont Sylvie n'a pas parlé, qui est que j'ai aussi mon activité en tant qu'indépendante, en tant que consultante en management de carrière. Donc, j'accompagne les personnes qui veulent se reconvertir ou qui ont besoin de soutien pour retourner sur le marché de l'emploi après, quelle que soit la raison pour laquelle ils se sont arrêtés. Et la fondation est donc animée entièrement par des bénévoles. Et nous proposons donc un certain nombre d'événements et de rencontres qui sont les cafés emploi qui ont lieu généralement une fois par mois à Amsterdam. J'en ai fait 2 sur Zoom en visioconférence ces derniers mois. Je ne prévois pas d'en faire un en juin parce qu'on on fait ce webinaire aujourd'hui et que je pense que ça suffit. Et les cafés ZZP, donc, qui sont des réunions, des workshops pour les indépendants et les entrepreneurs. On n'a pas fait en visio, mais là, on est en train de préparer un événement pour le 18 juin pour les gens qui sont effectivement indépendants. Et chaque année, on organise Objectif Emploi et Entrepreneuriat, qui est normalement une grosse journée où on se rassemble pour vous présenter des ateliers sur la recherche d'emploi, des ateliers sur la création d'activités. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Sylvie, il y a je ne sais plus combien d'années, parce que je l'avais invitée quand elle travaillait encore chez Unique Multilingual à venir à faire des présentations sur le marché de l'emploi néerlandais. Donc voilà, et Objectif Emploi et Entrepreneuriat, pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à comment on allait le gérer à distance. Peut-être sous forme de différents ateliers en visio, on verra, et ça sera publié partout sur Facebook, LinkedIn, etc. Donc je vais passer la parole à Sylvie qui va présenter maintenant la CCI. Oui, merci Sarah. Et donc la CCI France-Pays-Bas a comme mission de favoriser le commerce entre la France et les Pays-Bas et renforcer la relation d'affaires franco-néerlandaise. Nous faisons partie d'un grand réseau mondial de 124 CCI France au monde, dans 93 pays. Et on a plusieurs rôles. Je pense que le rôle le plus visible ici aux Pays-Bas, c'est notre club affaires. C'est un club affaires de 200 membres entreprises pour qui, en temps normal, on organise une vingtaine d'événements par an. Et ça pourrait être des cocktails de networking, ça peut être des séminaires, on a des tables rondes pour CEO et CFO. Et donc, en fait, on essaye vraiment d'offrir une panoplie d'événements qui correspond à chacun de nos membres qui ont chacun leur propre objectif d'être membre de la CCI. On a aussi l'appui aux entreprises. Ça, c'est un service pour des entreprises françaises qui souhaitent se développer aux Pays-Bas et l'inverse, donc des entreprises néerlandaises qui souhaitent se développer en France. On a la gestion ressources humaines qui aide les entreprises françaises qui n'ont pas d'entité ici aux Pays-Bas à quand même embaucher et d'avoir des salariés sous contrat néerlandais. Et naturellement, on a le recrutement où on accompagne sur mesure des francophones, mais aussi des entreprises françaises qui souhaitent embaucher pour la première fois aux Pays-Bas et qui ne connaissent pas du tout le marché de l'emploi. On peut les assister et accompagner aussi dans leur recherche. Donc voilà en cours la CCI. Je passe tout de suite, je pense, au marché de l'emploi. Voilà. Voilà les chiffres de la CBS. C'est le bureau statistique de néerlandais. Et je voulais vous présenter juste brièvement le marché de l'emploi avant Covid surtout, parce qu'on ne sait pas trop encore comment ça va s'évoluer après Covid. Mais on voit que le nombre de postes vacants a toujours augmenté pendant quelques années et que c'est qu'on voit qu'en 2020, en fait, c'est justement juste le mois de mars qu'on a eu une diminution des postes. Comme vous le savez sans doute, le taux de chômage a toujours été très bas aux Pays-Bas. On a fini 2019 avec un taux de chômage de 2,9%.
Et là, en premier trimestre 2020, on était à 3%, donc toujours très bas. Aussi grâce aux mesures gouvernementales, notamment le NOW, qui a sauvé beaucoup d'emplois et oui, qui normalement devrait encore sauver dans le deuxième paquet des emplois, mais il y a quelques critères qui ont changé, donc à voir s'il n'y aura pas de licenciement maintenant dans la deuxième partie du paquet NOW. Mais donc le nombre de postes vacants a diminué de 60 000 au mois de mars, et ça c'est vraiment la plus forte baisse depuis 1995. On a toujours eu une augmentation pendant des années. Donc c'était en 2008 qu'on a eu une baisse et depuis on a augmenté. Et on a vu que c'est notamment dans les postes de commerce et l'hôtellerie naturellement où on a eu la plus grande baisse en poste. Si tu veux passer au prochain sheet, s'il te plaît, oui. Voilà, donc ça c'est la croissance en emploi. Emploi, en fait, ça veut dire les postes qui sont occupés. Et on voit que même en premier trimestre 2020, malgré le troisième mois du mars, on voit toujours une toute petite augmentation. On a terminé le premier trimestre 2020 avec une augmentation de 0,2%. Et donc, en fait, c'est grâce au bon mois de janvier-février. On voyait qu'au mois de janvier-février, tout allait bien. On avait toujours une croissance d'emploi. Et là, pour la première fois, on a une baisse. On va avoir une baisse en deuxième trimestre. Mais on a toujours 10 773 000 emplois aux Pays-Bas. Et en fait, c'est depuis le deuxième trimestre 2014 qu'il y a une augmentation d'emplois. Et donc, comme je vous ai dit, je crois qu'en deuxième trimestre de cette année, on va avoir une baisse. Mais je pense aussi que ça peut reprendre vite parce qu'on avait un marché du travail qui était tellement bon que ça pourrait reprendre. Et on voit que c'est surtout les jeunes qui ont été touchés parce qu'ils ont souvent des jobs d'étudiants ou les jobs dans l'hôtellerie et le HoReCa. Et c'est là où c'est le secteur qui a été le plus touché. Avant de passer la parole à Sarah, je voulais relancer un deuxième sondage. Et ça, c'est sur votre confiance depuis la crise sanitaire. Donc, je vais lancer le sondage. Vous pouvez y répondre. Et comme disait Sarah, c'est anonyme, donc n'hésitez pas à répondre. J'attends encore quelques réponses, je pense. Si vous voulez voter, je vais terminer le sondage après. Voilà, je vais vous montrer les résultats. Donc, depuis la crise sanitaire, est-ce que votre confiance à trouver un emploi a diminué? Vous êtes 56% à dire oui, 32% à dire non, et ceux qui ne sont pas en recherche, naturellement, n'ont pas de réponse. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas de sondage, mais j'ai pourtant la plupart qui ont répondu. Donc, techniquement, je ne sais pas trop, dans ce cas-là, comment on peut le faire. On va faire un troisième sondage, donc on va essayer si vous le revoyez tout à l'heure. Ça, c'était pour ma part pour le moment, donc je passe la parole à Sarah. Donc, comme le disait... alors, sauf qu'il faudrait que ça passe d'une diapo à l'autre, en fait, voilà. Ok, alors pour une raison que j'ignore, le diaporama ne défile plus. Ce
qui est assez étonnant. Ah, voilà. Donc, comme le disait Sylvie, les chiffres de l'emploi aux Pays-Bas ont en effet accusé le coût de la crise du Covid. Néanmoins, les chiffres restent relativement bons. Et ce qui veut dire qu'il y a encore moyen de trouver du travail aux Pays-Bas, même si visiblement, d'après le sondage, une grande partie d'entre vous ont perdu un peu confiance dans leur capacité à trouver du travail. Mais pour trouver du travail, ce qui est important, c'est d'avoir un CV qui tienne la route. Et un CV qui tienne la route, c'est un CV qui convainc rapidement le recruteur. Parce que j'imagine que vous avez déjà lu dans différents papiers, articles, à droite et à gauche, le temps moyen que passait un recruteur sur votre CV, sur la première lecture. Parce qu'évidemment, sur la deuxième, on est plus attentif, mais sur la première lecture, donc ce qui est assez généralement annoncé comme chiffre, c'est un temps extrêmement court de 7 secondes en moyenne pour une première impression. Donc 7 secondes, ça veut dire qu'il faut que votre CV soit largement optimisé de façon à ce que dans ces 7 secondes, vous ayez accroché l'attention du recruteur, de façon à ce qu'il prenne le temps de lire, d'aller plus loin dans la lecture de votre CV. Et ça, c'est important à plus d'un titre. C'est important sur la forme de votre CV et c'est important sur le fond de votre CV. Donc, en bref, les choses à faire qui sont vraiment le b.a.-ba de la rédaction de CV, c'est adapter le vocabulaire que vous utilisez au poste auquel vous répondez. Si le poste parle de customer, ne parlez pas de client. Si le poste utilise un certain vocabulaire, utilisez le même vocabulaire dans votre CV. Parce que le recruteur, encore une fois, va y passer très peu de temps et que s'il reconnaît quelque chose qu'il attend, ça ira beaucoup plus vite pour qu'il lise la suite. Sur la forme, et là, dans cette diapo-là, j'ai alterné forme et fond, je pense, et après, je reviendrai en détail sur certains points. Utilisez des polices de caractères qui sont facilement lisibles. Faites en sorte que votre CV soit facilement accessible. Qu'on n'ait pas à chercher où sont les informations et qu'on n'ait pas à réfléchir à 2 fois avant de savoir si on a envie d'aller plus loin dans la lecture de votre CV. Vérifiez l'orthographe. Trop souvent, on voit des CV dans lesquels il y a des fautes d'orthographe. Ça paraît anodin, ça ne l'est pas. Ça donne une mauvaise image. Donc, faites relire par d'autres personnes si vous n'êtes pas sûr de vous. N'hésitez pas, mais essayez de toujours présenter un CV qui tienne la route du point de vue, en tout cas, de l'orthographe. Soyez clair et concis. Spécifiquement aux Pays-Bas, parce que si vous ne l'avez pas encore remarqué, je vous le dis, les Néerlandais sont des gens qui sont à la fois directs et pragmatiques, qui n'aiment pas perdre leur temps. Donc, plus vous allez droit au but, plus ils sont contents. Après, si jamais vous répondez sur le marché français ou encore on demande des CV en une page, vous avez encore plus de raisons d'être clair et concis. Assurez-vous que vos coordonnées sont toujours à jour. L'autre jour, j'avais un appel avec quelqu'un. Sur son CV, son numéro de téléphone était un numéro de téléphone néerlandais. Sur son email, le même numéro de téléphone était indiqué comme étant français. Donc, vérifiez vos coordonnées, vérifiez que votre numéro de téléphone est à jour, que votre adresse email est à jour, qu'on sait où vous trouver et que c'est facile pour nous de vous trouver. Si vous utilisez une photo, et là, on va s'amuser un petit peu, choisissez une photo professionnelle. Alors, on vous a mis quelques exemples, parce que ça nous amuse toujours beaucoup, les photos sur les CV. Non pas qu'on aime se moquer des candidats, mais parfois, la tentation est grande. Donc, voilà les mauvais exemples. Donc, évitez ce type de photo. Évitez aussi ma photo préférée, qui est celle de quelqu'un dans sa voiture. Je n'ai jamais compris pourquoi il fallait se faire une photo de soi dans sa voiture pour mettre sur son CV. Bref, mauvais exemple. Maintenant, de bons exemples de photos, ici. Alors, le truc de la photo, c'est une question que j'ai systématiquement pendant les cafés emploi. Faut-il ou ne faut-il pas mettre de photos sur son CV aux Pays-Bas? Alors, aux Pays-Bas, c'est comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit comme ça peut l'être dans les pays anglo-saxons. Ça n'est pas demandé non plus. C'est vraiment un choix personnel. Maintenant, ma réponse à la question « est-ce que je dois mettre une photo ou pas sur mon CV ?» elle est en 2 temps. Premier temps, si vous avez un profil LinkedIn, pour que votre profil soit complet, vous devez mettre une photo. Donc, si elle est sur votre profil LinkedIn, de toute façon, le recruteur va vous regarder sur LinkedIn. Pourquoi pas la mettre sur le CV? Deuxième chose, si on cherche votre nom sur Google, on va tomber sur des photos de gens qui ne sont pas forcément vous. Si ces photos ne sont pas vous et, a fortiori, ne sont pas valorisantes, autant
que sur votre CV, on sache exactement à qui on a affaire. Encore une fois, c'est un choix personnel. Vous mettez ou vous ne mettez pas de photo sur votre CV comme vous le voulez. Si vous en mettez une, mettez-en une qui soit professionnelle. Et professionnel, ça ne veut pas dire, c'est une conversation que j'ai eue avec quelqu'un il y a quelques jours, professionnel, ça ne veut pas dire costume-cravate. Vous voyez que ces 3 photos qu'on a mises sont toutes les 3 pertinentes et pourtant elles sont relativement, en tout cas pour au moins une des 3, voire 2 des 3, relativement décontractées. L'idée, c'est juste que voilà, on puisse voir qui vous êtes et qu'on ait un sens de ce à quoi vous ressemblez. Si vous pensez que c'est discriminatoire et que ça vous pose un problème de mettre une photo, ne mettez pas de photo. Encore une fois, ce n'est pas forcément un problème. Alors, votre CV pour le marché néerlandais. La forme ou l'apparence du CV, c'est littéralement la chose la plus facile à faire. À droite, sur la diapositive, ce que vous voyez, c'est un template, c'est un modèle de CV que vous pouvez trouver sur l'application Canva. Si vous avez des questions, je vous en ai décrit où les trouver. Donc, la forme et l'apparence du CV, c'est littéralement la chose la plus facile à faire. Vous suivez les règles, vous vous dites, OK, je suis aux Pays-Bas, je peux avoir un CV sur 2 pages en fonction de mon expérience, ce n'est pas un problème. Vous savez que vous devez mettre qui vous êtes, vos coordonnées et seulement ça. Parce que j'ai vu récemment un CV où l'âge était indiqué, âge, date de naissance, statut marital, nombre d'enfants, etc. Ça n'a pas lieu d'être sur votre CV, donc ne le mettez pas. Gardez les informations vraiment fondamentales en termes de coordonnées que sont votre numéro de téléphone, votre adresse email, éventuellement un lien direct vers votre profil LinkedIn et éventuellement un lien vers un site internet si vous avez des choses publiées quelque part et que vous pensez que ça a du sens de le montrer. N'hésitez pas à le faire. Ensuite, la partie la plus importante, littéralement la plus importante de votre CV, c'est le résumé, le profil professionnel que vous allez écrire avant même vos expériences. Pourquoi c'est la partie la plus importante? Parce qu'il faut la voir comme étant la bande-annonce d'un film. Si le recruteur, qui donc, je le rappelle, va passer en moyenne 7 secondes à la première lecture de votre CV, n'est pas accroché par votre profil, il n'ira pas lire vos expériences. Donc, ce résumé, ce profil professionnel, c'est fondamental. Maintenant, qu'est-ce que vous y mettez dedans? Vous y mettez qui vous êtes professionnellement, pourquoi vous êtes la bonne personne pour l'entreprise et pour le poste, qu'est-ce que vous avez à mettre en valeur qui fait de vous le bon ou la bonne candidate pour le poste, pour l'offre à laquelle vous êtes en train de répondre. Donc, quand je dis ça, généralement, pendant les cafés emploi, il y a disons 2-3 personnes qui me disent oui, mais alors ça, moi, je le fais dans la lettre de motivation. Alors, en effet, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi dans la lettre de motivation. Sachez néanmoins que moins de 30% des recruteurs lisent les lettres de motivation, même quand elles ont été demandées dans la procédure, et que très généralement, on va lire la lettre de motivation quand on a déjà été accroché par le CV. Donc, encore une fois, ce résumé, ce profil professionnel qui vient en haut de votre CV, c'est la partie la plus importante du CV. Si on est accroché, si on a envie de savoir qui est derrière ce profil, on aura un a priori positif pour continuer à lire le CV et on aura envie de prendre contact avec vous. Ce résumé ne doit pas être super long, hein. Là, sur le modèle, en l'occurrence, qui est un faux modèle, hein, mais il fait 2 lignes. 2 lignes, c'est très, très court. Vous pouvez écrire, disons, 3 phrases, 3-4 phrases, ça dépend de ce que vous avez à dire et de la durée de votre expérience. Et vous pouvez compléter ce résumé éventuellement par une liste sous forme de puce de vos compétences. Ça n'a de sens que si certaines compétences très spécifiques sont demandées et que vous pouvez les indiquer à cet endroit-là. Par exemple, si vous répondez à une offre dans laquelle on demande que vous parliez français, anglais, néerlandais, ça a du sens de marquer dès le début du CV que vous parlez français, anglais, néerlandais. Si vous répondez à une offre dans laquelle on vous demande d'être certifié, que ce soit pour du project management ou que vous ayez certaines compétences en termes de logiciel, par exemple, ça peut valoir le coup de le marquer directement en dessous le résumé. Comme ça, on sait déjà que les prérequis sont en place et que donc, voilà, après, on va lire l'expérience, etc. Mais bon, les prérequis sont là. N'oubliez pas aussi, je ne l'ai pas marqué dans la liste et je ne l'ai pas dit avant de présenter le résumé et le profil, de donner un titre à votre CV. Littéralement marquer curriculum vitae comme titre d'un CV, ça n'a pas de sens. Donc, mettez le titre du poste auquel vous répondez. Si vous répondez à une offre pour être business developer, vous marquez business developer. Si vous répondez à une offre pour être business developer pour le marché français
vous marquez business developer sur le marché français. Si on demande un certain niveau de seniorité, vous pouvez marquer business developer pour le marché français et en dessous marquer, par exemple, plus de X années d'expérience en France ou à l'international, ou peu importe ce que vous voulez préciser en fonction de ce qui est un prérequis pour le poste. Donc, une fois que vous avez rédigé ce résumé et ce profil et que éventuellement vous y avez ajouté une liste de compétences, vous passez à la présentation de votre expérience. Donc là encore, l'ordre de présentation du CV varie en fonction de vos années d'expérience. Si vous êtes un jeune diplômé, vous pouvez mettre votre formation avant votre expérience. Si vous avez déjà quelques années d'expérience, vous mettez votre expérience avant la formation. Un point important sur la formation spécifiquement aux Pays-Bas, pour un recruteur néerlandais ou même qui travaille aux Pays-Bas depuis plusieurs années, votre expérience a plus d'importance que votre formation. Et spécifiquement, quelque chose qui n'a pas de sens aux Pays-Bas, c'est les grandes écoles ou les universités plus ou moins connues qu'on a tendance à mettre en avant en France parce que voilà, si on a fait telle université, c'est mieux que si on en a fait telle autre. Ça n'a pas vraiment de sens ici, les grandes écoles ne sont pas connues et votre formation, encore une fois, n'a de sens que si vous êtes un jeune diplômé. Sinon, on préfère voir d'abord votre expérience et savoir en quoi vous pouvez répondre à l'offre à laquelle vous êtes en train de répondre. Ce qui est très important à comprendre quand vous envoyez votre CV en réponse à une offre, c'est d'essayer de présenter votre candidature comme étant une offre de service. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ouvre un poste, c'est une entreprise qui a un problème. Elle a besoin de trouver une personne pour, je ne sais pas, développer le business, développer le marketing, de manière générale, développer son business au sens large. Et la façon dont vous devez répondre à cette offre, c'est de montrer en quoi vous avez les compétences, l'expérience et les qualités pour résoudre ce problème. Et non pas faire ce qui arrive souvent, et dont je parlerai encore un petit peu après, un portfolio de l'ensemble de vos expériences. Donc, pour revenir à ce que je disais, l'ordre sur le CV, vous avez mis un titre, vous avez mis vos coordonnées, vous avez mis un résumé, vous avez mis éventuellement une liste de compétences, vous mettez votre expérience, ensuite votre formation. Et si vous avez des activités, vous avez eu des activités bénévoles qui ont du sens pour vous, dont vous êtes capable de parler, qui apportent quelque chose, notez-les. Si vous avez des hobbies ou des centres d'intérêt, encore une fois, qui ont du sens pour vous et dont vous pouvez parler, notez-les également. Les recruteurs néerlandais aiment bien pouvoir se faire une idée de qui vous êtes au-delà des compétences professionnelles. Donc, vous pouvez mentionner vos hobbies à la fin, c'est même recommandé de le faire. En revanche, l'exemple que je donne régulièrement, c'est si vous courez 5 km, alors ceux qui sont déjà venus au Café Emploi vont trouver que je me répète, mais tant pis. Si vous courez 5 km tous les dimanches, ne mettez pas que vous faites du running. Si vous courez des semi-marathons, des marathons Sarah, on ne t'entend plus. Je ne sais pas si c'est pour moi. Vous pouvez marquer que vous faites du running parce que c'est quelque chose. Alors attends, on me dit que ma connexion Internet est instable. Vous m'entendez mieux là? Oui, là, moi, je t'ai plus entendu depuis le running et le marathon. Donc, okay. Peut-être. Bah, je reprends juste ça. Ouais. Donc, voilà, ce que je disais, c'est si vous faites des semi-marathons, des marathons ou des trails, vous pouvez le marquer comme étant parmi vos hobbies. Tout ce qui donne une idée de qui vous êtes au-delà des compétences professionnelles a du sens quand vous écrivez votre CV. Donc, voilà, ce que j'allais dire aussi par rapport à l'offre d'emploi, c'est que trop souvent, les CV sont un catalogue d'expériences et de compétences. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir mettre sur notre CV absolument tout ce qu'on a fait au cours de notre vie professionnelle. Ça ne veut pas dire, quand je dis ça, qu'il faut supprimer des expériences. Ça veut dire qu'il faut les présenter différemment. C'est-à-dire que toutes les expériences qui sont extrêmement pertinentes par rapport à l'offre à laquelle vous répondez, prenez le temps de dire ce que vous y avez fait, les résultats que vous avez obtenus, comment vous avez occupé le poste. En revanche, les expériences qui ont moins de sens par rapport à l'offre à laquelle vous répondez, ne faites que les mentionner en fait. Ne marquez que le titre du poste, l'entreprise et peut-être un point ou deux pour dire voilà ce que vous y avez fait rapidement, mais donnez-leur moins d'importance, encore une fois, pour être concis et aller droit au but. Pour chacune de vos expériences, posez-vous cette question, en quoi cette expérience est-elle intéressante pour ce poste?
Pour répondre à cette question, la chose la plus simple à faire, c'est de prendre l'offre à laquelle vous êtes en train de répondre, de regarder l'ensemble des activités qui sont listées. Et pour chacune de ces activités, demandez-vous à quel moment j'ai fait cette activité, comment je l'ai fait, quelles sont les compétences, les qualités que j'ai mises en œuvre pour tenir ce poste et faire ces activités, quels sont les résultats que j'ai obtenus. Et à ce moment-là, vous pouvez, ça va vous aider d'une part à rédiger votre CV, d'autre part à préparer l'entretien, voire à rédiger une lettre de motivation. Mais en tout cas, ça vous positionnera de façon concrète sur les activités du poste plutôt que d'énumérer un certain nombre de compétences ou de postes en laissant au recruteur la responsabilité de trier ce qui va l'intéresser par rapport au poste. Le recruteur, même s'il a dépassé le stade des 7 secondes et qu'il a pris le temps de lire votre CV, n'a pas forcément ni le temps ni le besoin d'essayer de matcher tout ce que vous avez écrit avec l'offre pour laquelle il recherche quelqu'un. Donc, faites ce travail-là, faites le tri, minimisez ce qui est moins important, développez davantage ce qui est plus important, essayez d'être le plus précis possible dans la façon dont vous décrivez les postes que vous avez eus. C'est-à-dire que si vous pouvez donner des résultats qui sont chiffrés ou explicites, tangibles, n'hésitez pas à les mentionner. Et essayer d'être court, concis et en même temps de dire tout ce qu'il y a d'intéressant à dire sur la façon dont vous avez tenu le poste. Ce qui est important aussi quand vous écrivez vos expériences, c'est de ne pas vous contenter de donner la définition du poste. Si vous dites, par exemple, en charge de ceci, cela et autre chose, ça ne dit pas comment vous avez été en charge de ceci, cela et autre chose. Ça dit juste que la définition de votre poste, c'était ça. Or, toutes les personnes qui ont tenu le même poste que vous vont dire la même chose que vous. Donc, vous ne sortirez pas du lot. C'est vraiment important de dire comment vous, personnellement, vous avez occupé un poste, comment vous avez mené à bien ces activités et les résultats que vous avez obtenus. Est-ce qu'on fait une pause pour les questions? Parce que moi, je ne vois pas les questions, en fait. Donc, est-ce qu'on fait une pause pour les questions à ce stade ou est-ce qu'on continue sur les ATS? Oui, ce qu'on peut faire, c'est en effet faire une pause. Si tu veux, je vais voir les questions. Voilà. Première question. Quelles sont les principales différences à respecter entre les CV envoyés aux sociétés françaises par rapport aux sociétés néerlandaises? Les Français demandent encore des CV sur une page. Donc ça, c'est déjà une grosse différence. Parce que si on a 15 ans d'expérience et qu'on doit tout faire tenir sur une page, c'est sûr que le résumé du début de CV et la présentation des expériences va être un peu différente. Aux Pays-Bas, vous pouvez être sur 2 pages. Aux Pays-Bas, comme je le disais, par rapport aux hobbies, aux centres d'intérêt et aux activités bénévoles, c'est très bienvenu de les mentionner. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi bienvenu en France. Et surtout, si on doit tenir sur une page, je pense qu'il faut vraiment aller à l'essentiel. Donc voilà, après, moi je pense que, encore une fois, le résumé en haut du CV, ça reste la partie la plus importante. Et c'est d'autant plus important qu'on a moins de place pour détailler son expérience. Mais je dirais que la principale différence, c'est une ou 2 pages et donc du coup l'espace qu'on a pour s'exprimer. Ok. Doit-on faire figurer ces périodes sans emploi en spécifiant à quoi on a employé son temps? Alors, le truc qu'il faut absolument éviter sur un CV, c'est que le recruteur se demande ce qui s'est passé. Donc, s'il y a un gap dans votre parcours et que vous mettez un emploi, après vous mettez rien et 2 ans après vous mettez un autre emploi, on va forcément se demander ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Donc, moi, ce que je conseille et ce que j'aime quand je vois des CV, c'est qu'il y ait mentionné qu'il y a eu un arrêt de travail et qu'il y ait… Alors, la raison, ça peut être très personnel et vous pouvez ne pas vouloir la mentionner sur un CV. Donc, vous pouvez mettre dans la limite de ce avec quoi vous vous sentez confortable, que vous n'avez pas travaillé pendant 2 ans. Et si vous avez eu des activités bénévoles pendant cette période, marquez-les. Si c'était pour aller faire le tour du monde, marquez-le. Et essayez de trouver quelque chose qui explique en quoi ça vous a apporté, enfin ce que ça vous a apporté, si ça vous a apporté quelque chose, enfin, j'espère, en tant que tout le monde. Bref, si c'est pour une raison de maladie, etc., évidemment, vous n'avez pas à mentionner ça sur votre CV. Donc, il faut trouver une façon de dire que vous avez pris, je ne sais pas, 1 année, 2 années sabbatiques ou que vous avez eu besoin de prendre du temps pour quelle que soit la raison. J'ai eu une candidate
au Café Emploi qui s'est arrêtée de travailler pendant de nombreuses années parce qu'elle était la seule personne à prendre en charge des proches malades. Et moi, ça ne me dérangeait pas qu'elle marque, si elle était d'accord avec ça, qu'elle marque sur son CV qu'elle elle était la seule personne voilà, responsable de proches malades parce que c'est ce qui lui était arrivé et qu'il fallait qu'elle explique pourquoi elle n'était pas… elle n'avait pas travaillé pendant beaucoup plus que 2 ans, en fait. Après, si c'est une maladie qui vous a touché vous et que vous ne voulez pas le mentionner, mettez simplement qu'il y a une période sans emploi, mais marquez la période et préparez-vous à trouver une réponse pour l'entretien qui sera une réponse qui vous convienne et qui ne mette pas en danger votre capacité à tenir le poste. Par exemple, la question qui revient souvent, c'est le burn-out, par exemple. Quelqu'un qui a fait un burn-out pendant 2 ans, est-ce que je mets sur mon CV que j'ai fait un burn-out? Je dirais non. De même que je dirais de ne pas le marquer sur LinkedIn, c'est quelque chose de très personnel, etc. Par contre, rentrer dans une entreprise, au premier entretien, vous n'allez pas non plus dire j'ai fait un burn-out pendant 2 ans, etc. Mais par contre, ce que vous pouvez expliquer, c'est pourquoi vous avez quitté l'entreprise dans laquelle vous étiez avant, en disant après avoir passé X années dans cette entreprise où je me sentais très bien, des changements dans l'organisation ou des changements dans les objectifs ont fait que je n'étais plus en adéquation avec les besoins du poste. J'ai eu besoin de prendre le temps de réfléchir sur le type de poste qui me convenait et ça reste relativement vague et ça explique pourquoi vous n'avez pas travaillé pendant quelques temps. Je vais passer à une prochaine question parce que sinon, je pense qu'on va avoir un manque de temps. Comment se présenter quand on n'est plus en activité, en recherche disponible? Comment se présenter, je ne sais pas comment, quand on n'est plus en activité, en recherche ou disponible? Ça, c'est plutôt pour LinkedIn, je m'imagine. Sur le CV, on peut dire que si vous êtes actuellement pas en activité, il faut bien mettre donc la fin avec les dates de votre emploi le plus récent. Et après, vous pouvez mettre soit en recherche. Ça dépend aussi si vous êtes tout de suite en recherche ou pas. Et en fait, c'est lié à la question à laquelle Sarah a répondu tout à l'heure. Il est très important de vraiment être honnête et ne pas changer son parcours parce qu'un recruteur va forcément découvrir, parce qu'ils vont poser des questions, ils vont demander des références et il n'est pas du tout grave de ne pas être en poste, d'avoir un trou entre quelques emplois, mais si un recruteur découvre que vous avez changé votre parcours juste pour couvrir toutes les années, ça c'est plus grave que avoir du temps entre des emplois. Donc, en recherche, c'est parfait aussi. Là, c'est une question qui est liée. Est-ce qu'une période d'inactivité, est-ce que ça n'apparaît pas comme un handicap? Moi, je dirais vraiment non. Et surtout, moi, je parle des Pays-Bas. Je ne peux pas le dire pour la France, mais aux Pays-Bas, c'est tout à fait acceptable si vous avez, pour n'importe quelle raison, choisi de ne pas travailler pour un certain temps et de maintenant recommencer sur le marché d'emploi. Et il n'y aura personne qui trouve que vous êtes pas motivé ou pas capable de faire un job. Donc ça, je trouve que ce n'est pas du tout un handicap. Et dernière question, et après, je pense qu'on reprend les questions après. Peut-on considérer le mois de septembre comme le point de départ pour une recherche sérieuse, insinuant que le mois de juillet et août sont des mois morts? C'est vrai qu'en général, on n'embauche plus trop au mois de juillet et août. Il y aura peut-être, parce qu'il y a toujours des recrutements en cours actuellement, donc le mois de juin, il faut l'utiliser, ce mois-ci, surtout parce que ça recommence. En général, même s'il y aura des entretiens qui peuvent avoir lieu au mois d'août, le mois de juillet ou août, en général, la date de commencement sera plutôt le mois de septembre. Donc là, j'ajouterais juste là-dessus que l'année dernière, en fait, on a fait beaucoup de recrutements en juillet-août, bizarrement, alors qu'effectivement, on s'attendait à ce que ce soit plus calme. Et que, à la limite, je dirais pourquoi attendre, en fait. Pourquoi attendre et pourquoi pas se préparer maintenant et regarder ce qui existe déjà. Parce qu'on peut aussi profiter de l'effet exactement inverse, c'est-à-dire il y a peut-être moins de postes qui sont ouverts en recrutement en juillet-août et en même temps, il y a moins de candidats. Donc, pourquoi attendre septembre? Pourquoi se dire
demain, je m'y mets, je dirais, mais plutôt, enfin voilà, regardez ce qu'il y a. Si l'offre qui vous intéresse, elle est là aujourd'hui, allez-y, quoi. Ouais. Ah non, mais il faut continuer à postuler, c'est sûr. Et il n'y aura pas de vacances d'été de 2 mois aux Pays-Bas. Donc, ça veut dire que les gens prennent 3 semaines et autour de leurs 3 semaines de vacances, ils vont toujours continuer à parler aux candidats. Donc, la procédure de recrutement continuera. C'est juste que pour la date de commencement, ce ne sera pas avant le mois de septembre. Ouais, ouais. Oui. Donc, je continue avec… mais ça va être rapide, en fait, hein, parce que là, il est 45, mais on n'en a plus pour trop longtemps. Optimisez votre CV pour les ATS. Donc, les ATS, c'est des Applicant Tracking System. C'est en fait des petits robots, des petits programmes informatiques qui lisent votre CV avant de le proposer à un recruteur. Comment fonctionne un ATS? Il fonctionne comme n'importe quel algorithme avec des mots-clés. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vraiment bien regarder les mots-clés qui sont dans l'offre et les utiliser dès le profil, en fait, parce que l'ATS va travailler à partir du profil et de vos expériences. Juste un point, et Sylvie dira aussi quelque chose sur les ATS, sur la lisibilité du CV. Quand vous utilisez des pictogrammes, donc si vous mettez par exemple des drapeaux à la place de français, l'ATS ne le voit pas. Donc si le mot français est important, il ne verra pas que vous parlez français. Si vous utilisez des tableaux, si vous utilisez des schémas, si vous utilisez des camemberts pour montrer, je ne sais pas, ça, ce n'est pas lu par les ATS. Il faut éviter aussi les multicolonnes dans le CV parce que parfois, ils n'en lisent qu'une sur les deux, donc ils perdent une partie de l'information. Et Sylvie, tu voulais dire quelque chose sur… Sur l'ATS, oui. Comme disait Sarah, moi j'ai travaillé dans le recrutement unique multilingual. Et là, c'était un très bon exemple d'un système ATS. On avait une base de données qui matchait, donc en artificial intelligence, les CV qu'on recevait et les postes vacants qu'on avait dans le système. Donc, c'était le système en fait qui matchait les deux. Et comme vous le comprenez, dans un cabinet de recrutement, on reçoit des milliers de CV de gens qui postulent. Et donc, ça veut dire que c'était le système qui ordonnait par pourcentage de match lequel on allait voir le plus tôt. Donc, ça veut dire que si on avait un certain poste qu'on avait mis dans le système et qui donc montrait sur Internet et vous alliez postuler, le système allait voir tout de suite est-ce qu'il y a beaucoup de ressemblances, donc en mots-clés, entre le poste et le CV. Et c'était celui qui donnait le plus de pourcentage en match et qui était donc le plus haut dans notre système. Et on pouvait vraiment recevoir, je ne sais pas, une centaine de CV par jour. Et donc, vous comprenez que c'est difficile de regarder tous les CV. Donc, naturellement, on commençait par tout ce qui était, je ne sais pas, dans les 90% de match. On commençait par regarder tous ces CV. Donc, ça veut dire que c'était vraiment les mots-clés entre le CV et le poste qui matchaient pour que le système le donnait un pourcentage si élevé. Donc, c'est vrai, ça montre que c'est très important d'adapter votre CV aux mots-clés du poste. Et pour finir, très très rapidement, et on ne va même pas s'étendre beaucoup là-dessus parce que de toute façon, le webinaire sera mis en ligne et vous pourrez y revenir. Pourquoi on parle des contrats selon la loi de travail aux Pays-Bas? Parce que c'est très très surprenant, enfin c'est souvent surprenant pour les Français qui cherchent du travail aux Pays-Bas, c'est que les premiers contrats sont très 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 majoritairement des CDD. Et j'ai même vu des candidats me dire ah ben non mais moi je veux pas accepter un poste en CDD, je veux un CDI tout de suite. Ça se fait pas du tout aux Pays-Bas, donc il faut vraiment voilà en passer par les CDD. Encore une fois, je pense qu'on va pas s'étendre là-dessus. De toute façon, vous aurez la présentation. Enfin, vous pourrez regarder le webinaire qui est enregistré et du coup vous pourrez aussi regarder plus attentivement cette diapo-là si vous voulez. Je pense que le mieux, ça serait qu'on passe aux questions du coup. Et après, je laisserai la parole à Valérie 2 minutes à la fin pour présenter le prochain webinaire qui sera sur LinkedIn. Est-ce que le NT2 est-il valorisé par les employeurs? Ça, c'est une question. Ça, je pense que tu là, peux je répondre pense à qu'il faut celle-là. parler du niveau néerlandais. Mais ça dépend un peu du poste. Pardon, Sarah, ça te va si je te… Oui, vas-y. Parce que là, en général, et ça, c'est une dernière sondage qu'on va, je pense, lancer tout à l'heure.
Le niveau du néerlandais, ça dépend vraiment du contenu du poste. On a des postes où, par exemple, une entreprise a vraiment besoin d'un francophone. Donc, le plus important, c'est la maîtrise de la langue française et la connaissance de la culture française. Mais que, par exemple, il y a beaucoup de collègues néerlandophones. Et juste pour ne pas vous sentir exclu pendant le déjeuner ou juste avec les chit-chats au travail qui demandent un certain niveau de néerlandais pour comprendre ses collègues. Là, le NT2, c'est parfait. S'il demande quelqu'un qui va, je sais pas, gérer la région Benelux, où il faut connaître et le néerlandais et le français pour la Belgique, ça, c'est vraiment, il demande un autre niveau du néerlandais parce que c'est un niveau du néerlandais professionnel pour faire du business et prospection peut-être en néerlandais. Donc, ça dépend un peu du poste. On a une autre question liée, peut-être après je lance le sondage. Avez-vous remarqué de nouveau une préférence linguistique accrue pour des profils néerlandophones, native ou quasi bilingues du fait de la crise? Et moi, je suis plus dans le recrutement dans le sens où je vois beaucoup de postes maintenant. Donc, je ne sais pas si Sarah, toi, tu as une réponse à ça. Moi, je n'ai pas vu, mais ça, c'est aussi parce que les entreprises viennent vers nous pour des francophones. Oui, alors moi, je l'ai pas. On ne l'a pas vu dans les offres qu'on a, nous, parce que ça ne se présente pas comme ça. Sur LinkedIn, ce n'est pas encore visible. Je ne sais pas si ça le sera à un moment ou pas. Par contre, de façon tangentielle, j'ai posé la question à une prof de néerlandais en lui demandant si elle voyait une recrudescence des cours de néerlandais payés par les entreprises et elle m'a dit oui. Donc, ça tendrait à dire qu'effectivement, les entreprises vont peut-être à terme, on ne sait pas, on verra, redemander un peu plus le néerlandais que ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant. Ouais. Mais tu peux parler d'une expérience plutôt en 2007-2008, quand le marché du travail, quand il y avait la crise financière. Là, on voyait au bout d'un moment qu'en effet, on demandait plus souvent le néerlandais avec parce que les entreprises avaient moins de budget pour embaucher plus de personnes. Donc, en fait, ils essayaient de regrouper des postes. Donc, au lieu de dire j'embauche quelqu'un pour la France et quelqu'un pour la Belgique, et puis donc j'ai deux postes, ils voulaient plutôt merger ces deux postes pour économiser en fait du budget en disant si je trouve quelqu'un qui parle les deux langues, il peut s'occuper des deux postes. En fait, c'est plutôt ça. Je vais lancer le dernier sondage en fait, il s'agit du néerlandais. Donc, si vous voulez répondre à cette question. Je réponds à quelques questions directement dans le chat aussi pour… Oui, tu peux les voir? Ouais, là maintenant je les vois, ouais. Ok, parfait. J'attends quelques réponses encore. Si vous voulez prendre dans les 5 secondes qui viennent répondre, comme ça on peut le lancer. Oui, je vais arrêter le sondage. On n'a pas tout le monde qui a voté, mais sinon ça prend un peu plus de temps. Je vais vous partager les résultats. Donc, vous voyez qu'il y a 73%, je dirais malheureusement, qui se sentent bloqués par le fait de ne pas parler néerlandais. Et donc, il y a 15% qui n'est pas bloqué parce qu'ils parlent néerlandais et 12% qui n'a pas été bloqué. Donc, voilà, j'arrête le share. Sarah, tu veux savoir où j'étais ou est-ce que tu veux que je continue? J'ai répondu à quelques questions, donc il y en a peut-être… Ouais, on peut continuer sur les questions ou quelle heure est-il? On a encore 5 minutes. On avait dit d'ailleurs que si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on fera un post sur LinkedIn et on va mettre les réponses de vos questions aussi sur LinkedIn. Ouais. Je pense qu'on peut laisser la parole à Valérie pour le prochain webinaire
sur LinkedIn. Et après, s'il nous reste un peu de temps, on continuera à répondre aux questions. Sinon, on vous donnera rendez-vous sur LinkedIn. Oui, parfait. Valérie, si tu nous entends et si tu veux prendre la parole. Oui, ah oui, je vous vois, je vous entends. J'étais cachée derrière mon nom, mais me voilà en vrai. À défaut de chair et en os, mais en version online. Donc, du coup, merci d'abord les filles, c'était vraiment très, très bien. Donc, je vais animer, comme Sarah l'a fait avec Sylvie aujourd'hui, un webinaire la semaine prochaine sur LinkedIn. Donc, c'est de revoir en fait quels sont les éléments essentiels qui font la réussite de la visibilité de votre CV sur LinkedIn. Il ne faut pas oublier qu'un CV, en fait, c'est absolument formidable, mais que vous avez la possibilité sur LinkedIn d'avoir une pub gratuite pour votre recherche qui est là en permanence disponible à tous les recruteurs. Donc, il est très, très important de bien se pencher sur le sujet, de remplir correctement les sections, d'avoir la bonne visibilité, donc du coup les bons éléments visuels. Et comme pour les CV, avec les petits robots ATS, il faut avoir les bons mots-clés. Donc voilà. Donc je vous invite à venir participer au séminaire de la semaine prochaine, au webinaire. Voilà. Merci Valérie. Super important LinkedIn. Hein. J'ai eu dans 2 entretiens successifs cette semaine, des personnes qui m'ont dit, qui viennent de France, ou pas forcément d'ailleurs, qui m'ont dit oui, mais pour moi LinkedIn, ça devient Facebook, c'est à celui qui aura le plus de connexions, je vois pas pourquoi je devrais être présent sur LinkedIn, etc. Aux Pays-Bas, c'est assez indispensable. Hein. Si je reçois votre CV et que je vous cherche sur LinkedIn et que je ne vous vois pas, vous n'avez pas toutes les chances de votre côté, on va dire. C'est vrai, aux Pays-Bas, si quelqu'un n'est pas sur LinkedIn, j'ai presque l'impression qu'il n'existe pas, que c'est un faux CV ou c'est vrai qu'il faut avoir un profil LinkedIn. Donc, je réponds à une question. Après, est-ce qu'il y en a auxquelles je n'ai pas répondu et qui serait intéressant de traiter maintenant? Il y en a pas mal, je pense, encore, mais on peut les… J'en vois une qui est intéressante là. Je pense que c'est Isabelle Laurent qui a posé cette question. Est-ce qu'on peut répondre à un poste en dessous de ses compétences en attendant de trouver mieux et de se remettre en marche après une période de pause? Comment présenter son CV dans ce cas? Alors déjà, attention que le recruteur ne sente pas que faut vous remettre en selle avant de trouver mieux. Parce que même sur des postes qui ne sont pas des postes avec beaucoup de responsabilités, on n'a pas forcément envie de savoir que le candidat, même si on s'en doute, on n'a pas envie qu'il nous confirme qu'il n'est là que de passage. Donc après, comment présenter son CV? Si c'est après une période de pause, vous pouvez toujours tourner les choses de façon à dire que, justement, précisément après une période de pause, vous êtes prête maintenant à retourner sur le marché de l'emploi et à mettre au service de l'entreprise telle et telle compétence. Ce qui est important, c'est de rester dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'entreprise, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de savoir pourquoi, elle a envie de savoir pourquoi vous vous arrêtez, etc. Mais ce n'est pas le truc le plus important sur vous. Le truc le plus important sur vous, c'est quelles compétences vous allez mettre au service de l'entreprise quand vous allez prendre le poste. Donc, si vous avez les compétences pour le poste et que vous êtes prête à suivre, à tenir le poste et que vous êtes disponible pour le faire dans les contraintes qui sont indiquées par l'entreprise, son inquiétude va être en termes de vous êtes bien en dessous vous êtes bien au-dessus du poste en question, vous ne risquez pas de vous ennuyer, etc. Ça, c'est des réponses qui se préparent aussi. Pourquoi vous voulez prendre ce poste-là? Parce que vous relancez dans une carrière, vous avez des compétences à faire valoir. On a placé des gens qui avaient des profils qui n'avaient rien à voir avec le poste sur lequel on les a placés et pourtant, ça s'est bien passé. C'est la façon dont vous allez présenter votre motivation qui va être importante, plutôt que le fait que vous ayez plus de compétences ou moins de compétences que ce qui est demandé. Et comme disait Sylvie tout à l'heure, ne mentez pas. C'est-à-dire, ne diminuez pas votre parcours, ne diminuez pas ce que vous avez fait sous prétexte de rentrer pile poil dans une case, quoi. Mettez plutôt en valeur ce qui, parmi votre expérience, va servir à l'entreprise. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais il faudrait que je vois en fait plutôt pour quel poste et d'où vous venez exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question sur le Covid-19 qui est intéressante
de Jordi qui disait est-ce qu'il faut mentionner pendant cette période de confinement Covid-19 l'ensemble des formations qu'on a pu suivre à distance, genre webinaire, etc. etc. Je ne mentionnerai pas comme étant une occupation à part entière pendant le Covid. Je mettrai juste une phrase peut-être dans le profil en disant que la période de confinement a été mise à profit pour se former, et je mettrai quand même les webinaires, etc., plutôt dans les formations que vraiment dans une expérience à part entière. Et naturellement, si au mois de septembre, vous passez des entretiens et que vous n'avez pas travaillé dans les périodes, je ne sais pas, mars, avril, mai, juin cette année, un recruteur comprend tout à fait que c'était juste à cette période-là que vous étiez à la recherche de travail, que ce n'était pas à ce moment-là que vous alliez facilement trouver un travail. Donc, il n'y aura aucun recruteur qui ne comprend pas que vous n'avez pas trouvé le job au mois de mai. Donc là, il n'y a pas de problème. Et juste en aparté, vite fait, avant qu'on finisse, parce qu'on est à la fin de l'heure, Oui. je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important après cette période de confinement où tout le monde s'est retrouvé d'urgence en train de travailler de chez soi. Si vous avez des compétences à mettre en valeur aujourd'hui, c'est toutes les compétences qui ont à voir avec le digital, les outils de travail à distance. Si vous en avez l'expérience, n'hésitez pas à le mentionner. Et si vous avez tenu des postes dans lesquels vous avez fait avec peu, c'est-à-dire vous avez dû improviser des choses, vous avez dû résoudre des problèmes en urgence, vous avez dû, je ne sais pas, un des exemples que je donne, c'est par exemple vous travaillez dans l'événementiel, 5 jours avant un séminaire où vous deviez accueillir 50 personnes, la salle que vous aviez réservée n'est plus disponible. Vous avez trouvé des solutions. Tout ce qui montre que vous avez des ressources au-delà d'une définition de poste. Je pense que c'est des choses à mettre en valeur aujourd'hui parce que toutes les entreprises ont eu à faire face à de l'urgence, à des gens qui n'étaient pas équipés, à comment mettre à disposition tout ce qu'il fallait pour les salariés. Donc, tout ce qui montre que vous êtes, entre guillemets, débrouillard, je pense que c'est des compétences qui sont intéressantes et qu'il faut essayer de mentionner à un moment ou à un autre dans votre parcours de candidat. Ce qu'on va faire, on va mettre un post sur LinkedIn, sur la page LinkedIn de la CCI, et on répondra si on voit encore des questions à laquelle on n'a pas encore répondu, on va vous répondre sur LinkedIn. Et n'hésitez pas non plus d'ajouter encore des questions si vous avez encore d'autres dont vous avez pensé maintenant. On peut vous répondre donc sur LinkedIn après aussi. Oui, ben je veux vous remercier. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir organisé ce webinaire. Merci à vous d'avoir participé. Bon courage dans votre recherche. Ne perdez pas l'espoir, vous allez trouver. Le marché du travail est toujours bon aux Pays-Bas et peut-être il faut avoir un peu plus de patience, mais n'abandonnez pas et vous allez trouver. Donc, je vous souhaite bon courage et merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci. Merci.